Et si on n'aime pas, on swipe. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Pour ce nouvel épisode, on vous emmène dans les coulisses du marketing d'influence. On quitte notre agence de communication pour voir ce qu'il se passe de l'autre côté, dans une agence d'influence. On a autour de la table aujourd'hui Amélie, fondatrice de l'agence Storich, et Claire, alias Milky West Blue Eyes. Salut Amélie, salut Claire. Bonjour Salut. Florence. On va faire un petit tour de table avant de commencer. Amélie, peux-tu nous dire qui tu es et ce qu'est Storich ? Bien sûr. Donc Amélie, je me présente comme je veux. J'ai 30 ans déjà. J'ai créé Storich il y a maintenant 5 ans et demi. Donc Storich est une agence qui... Je dirais pas une agence d'influence, mais plus une agence qui représente les créateurs de contenu. Donc on va vraiment les accompagner dans leur quotidien et dans leur travail. Sinon, plus à propos de moi, je dirais que je suis quelqu'un d'assez curieuse, assez touche à tout et plutôt fonceuse. Et Claire, même si notre audience te connaît, peux-tu nous dire quand même en quelques mots qui tu es et aussi peut-être quel lien tu as avec Amélie ? Moi c'est Claire, je suis influenceuse ou créatrice de contenu depuis plus de 13 ans. J'ai toujours été accompagnée par des agences, en tout cas quand j'ai commencé à être abordée par des marques, donc j'ai toujours été en agence. Et Amélie, c'est ma meilleure amie d'enfance. Donc, quand elle a créé l'agence, on a commencé à travailler ensemble. En fait, la création de l'agence s'est faite avec... Même après, je dirais. Attends, il faut qu'on remette un peu la chronologie, parce que du coup, ça date quand même. Moi, je suis du coup cliente de chez Storich depuis 5 ans et demi. Et j'étais le premier talent de l'agence. Si on peut dire ça comme ça, dans la bonne chronologie. Exactement. Alors, je pense que l'épisode va être très intéressant car on a toutes les trois un point de vue différent. Amélie, donc, tu as plutôt le point de vue de l'agence, Claire, de l'influenceuse, et moi, clairement, le point de vue client car c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Petit disclaimer, si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils seront expliqués en description de l'épisode. Pour donner un peu de contexte, Amélie, qu'est-ce qui t'a poussée à fonder Storich et c'était quoi ton rapport aux réseaux sociaux et à l'influence à ce moment-là ? Du coup, on va pouvoir faire un peu cette chronologie. D'abord, mon rapport aux réseaux sociaux et à l'influence, je pense qu'on peut plutôt commencer par là, c'est que les réseaux sociaux et l'influence, au moment où je faisais mes études, ça n'existait pas, ou très peu. Donc je dirais que j'avais plutôt un intérêt pour tout ce qui était digital de manière générale, ce qu'on appelait l'e-business. Ce mot me semble tellement désuet. Mais voilà. Donc j'ai toujours été intéressée par ce qui était vente en ligne, site internet, marketing digital, etc. Et comme dit Claire, on se connaît depuis quelques années maintenant. On ne dira pas d'année. Donc, quand Claire a commencé à se mettre aussi sur les réseaux, c'était vraiment le tout début, je ne saurais plus dire quelle année exactement. J'ai aussi suivi ça, vu comment ça évoluait, vu un peu la traction que ça prenait. Mais bon, jusqu'à là, c'était vraiment plus de l'intérêt personnel, on va dire. Donc, j'ai fait mes études dans le domaine du digital, puis je me suis lancée dans la vie active, de manière assez classique en entreprise. Et je retrouvais peut-être pas justement cet attrait pour le digital. J'étais pas dans un métier qui me passionnait. Et j'ai voulu changer de métier. Et au moment de changer de métier, je me suis dit je vais passer en agence de com, de marketing. Et je connaissais quelqu'un qui travaillait avec beaucoup d'agences. Donc j'ai contacté Claire et je lui ai dit écoute, passe-moi les contacts des agences à qui tu travailles, je vais postuler là. Et il se trouve que Claire, à ce moment-là, tu quittais ton agence ou... Ouais, mon agence était basée à Paris. Et ça devenait compliqué au niveau de la gestion. Je me retrouvais plus 100% dans l'agence dans laquelle j'étais. Et quand Amélie m'a dit qu'elle souhaitait se lancer dans ce domaine-là, je me suis dit mais pourquoi tu veux pas être mon agent, genre en mode vraiment freestyle. En vrai, j'avais 100% confiance aussi parce que je voyais bien l'intérêt que tu avais pour ce domaine depuis toujours. Enfin, de toutes mes amies, c'était celle qui s'intéressait le plus en détail avec des questions
pertinente et intelligente, on va dire, sur le domaine. Donc, clairement, j'ai vu ça aussi comme une opportunité de travailler ensemble et t'as pris la balle au bon, en fait. Je crois que ça a mis un peu de temps à se lancer parce qu'on était aussi un peu inquiète de travailler avec quelqu'un, enfin avec une amie. Mais je crois que j'ai tout de suite dit oui. Et puis après, la mise en place a mis un peu de temps. Mais c'est ça que je dis que l'agence est venue un peu après, c'est qu'à ce stade-là, j'étais plus freelance. Complètement. J'avais que toi comme client. Je peux pas dire que c'était vraiment une agence à proprement parler. Enfin, t'as un client, je sais pas si c'est vraiment une agence. Je dirais que c'est seulement 2 ans plus tard que j'ai trouvé un nom. J'avais pas de nom. Enfin, franchement, j'étais freelance. Il y a pas d'autre mot. Et donc, après, il faut bien démarrer quelque part. C'est ça, tu vois. ça s'est fait très progressivement. Et 2 ans plus tard, là, j'ai eu un nom, changé de structure. Et c'est vraiment là où je dirais que l'agence a été créée en tant que telle, et ça s'est plus professionnalisé. J'avais dit à ce moment-là, je travaillais peut-être avec 4-5 personnes. Et donc là, j'ai vraiment mis un nom sur les choses, mis un cadre. Et voilà, c'est un peu comme ça que c'est né. Ok. Et du coup, une agence d'influence, ça consiste en quoi ? Ça consiste en plusieurs choses. Je dirais qu'il y a 2 gros pôles, et Claire, tu peux peut-être complémenter après. Le premier, ça va être tout ce qui est structuration. Après, tous les influenceurs n'ont pas besoin de... Influenceurs, créateurs de contenu, ça veut dire la même chose. N'ont pas besoin de la même structure, mais donc on va apporter un cadre, une manière de travailler aux créateurs de contenu qui sont parfois seuls chez eux. Donc on va mettre en place des drives, des groupes, des mails, des agendas, etc. pour qu'il y ait un côté pratique et clair. Et puis il va y avoir un côté qui va être plus tout ce qui est la gestion de contrat à proprement parler. Par contrat, on parle de partenariat publicitaire. Donc on va être... c'est comme s'il y avait 3 parties. Donc il y a l'influenceur d'un côté, la marque qui veut contacter l'influenceur pour mettre une page de publicité sur son compte. Et puis au milieu, il y a nous. Et nous, on va être vraiment en charge du coup des négociations des contrats, mais aussi de la gestion de ceci après la négociation. Donc ça, c'est en fait beaucoup de rendez-vous clients, beaucoup de mailing, et après envoyer les contenus, les faire valider, etc. Jusqu'à la conclusion du contrat. Bon, je pense que tu as tout dit. Moi, si je peux ajouter aussi un point de vue du côté plus du client en tant qu'influenceur, c'est que on a souvent l'impression que l'agence d'influence, elle va juste négocier les contrats, mais et puis après mettre le contrat dans les mains de l'influenceur et basta. Mais au final, c'est qu'une infime partie du travail, parce qu'il y a tout la partie aussi, on va dire, un peu stratégique et créative, où tu vas aussi conseiller sur est-ce qu'on prend ce contrat ou pas. J'ai reçu le briefing. En fait, il y a aussi cette dimension où vous connaissez vos talents. Et du coup, tu vas pouvoir directement dire j'ai reçu ce projet-là de ce client. C'est super, je pense que le client il est bien pour toi et tout, mais ils viennent avec telle approche, je pense qu'on peut leur proposer peut-être de partir dans cette direction, qu'est-ce que t'en penses? Et donc il y a vraiment ce dialogue qui est fait et que je retrouvais pas du tout justement dans mon agence avant, où c'était vraiment juste faire du chiffre, c'est-à-dire que je recevais n'importe quoi comme collab, ça rentrait, ils voulaient rentrer leur commission en fait. Donc ils me forçaient limite à prendre des collaborations que je ne voulais pas faire ou que j'étais pas en capacité de prendre. Moi, quand j'ai quitté mon ancienne agence aussi, il faut savoir que avant j'étudiais le droit, et c'est au moment aussi où je rentrais en full time de mon activité, où je me suis dit en fait, il m'en manque cette plus-value dans mon agence où vous prenez juste une commission sur mes contrats, mais vous créez pas justement le cadre dont Amélie a parlé, mais aussi tout cet aspect aussi stratégie de marque, parce que l'influence, le talent est une marque que l'agence d'Amélie apporte. Il y a vraiment un côté accompagnement et conseil. Et suivi. On est freestyle, les influenceurs. On va sûrement en parler plus tard. On est un peu des artistes qui a un cadre et qui a un bon suivi. C'est super important pour les bonnes relations commerciales et pour un calendrier aussi édito stratégique qui est bien ficelé, quoi. Après, je pense qu'il y a plusieurs types d'agences aussi. C'est ce que j'ai toujours aux créateurs de contenu que je rencontre, c'est qu'il y a vraiment plusieurs manières de fonctionner. Mais c'est clair que nous, notre but, c'est que le créateur de contenu ait le moins possible à se soucier de ses contrats. Donc ça veut dire que dans un contrat, nous, on va relire toutes les clauses, ce que tu fais probablement pas. Non. Mais donc, on va être aussi en charge de bien défendre les intérêts, de dire, ici, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Et donc, ça ne devienne pas une charge pour le créateur de contenu de se rappeler, mais en fait, ce contrat-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce qu'on peut poster le jour férié de pleine lune ou pas? Enfin, tous ces détails-là. Mais
on va rester vraiment dans cette partie stratégique, pratique, mais en tout cas dans l'agence où on est, on va jamais avoir d'influence sur le choix des partenariats finaux. Enfin, tu disais que ton agence avant, elle voulait juste faire du chiffre. C'est important de faire du chiffre, on va pas se mentir. Mais on est convaincus, en tout cas la plupart des créateurs de contenu avec qui on travaille, ils ont déjà une audience assez établie quand on commence à travailler avec eux. Et on veut justement ne pas du tout influer sur cette partie ligne éditoriale, création. Et donc on peut vraiment conseiller, dire je sais pas, un partenariat avec un tel, c'est peut-être pas très bien pour l'image, ou c'est pas très bien payé, ou tu vends ton âme et ton image dans ce truc. Mais c'est toujours le créateur de contenu qui a la décision finale. On va jamais pousser un créateur à prendre une collab ou dire franchement c'est vraiment beaucoup d'argent, donc accepte-la. Non, c'est pas... Complètement. On le fait pas. On va conseiller, mais on va jamais imposer, parce qu'on pense que si on pousse et qu'on dénature la ligne éditoriale du créateur de contenu, alors on est tous perdants. Parce que l'audience va être pas contente, va pas s'y retrouver, va se désintéresser, il y aura moins de taux d'engagement, les marques trouveront moins leur compte, et donc au final, nous on sera perdants aussi, parce qu'on aura peut-être vendu beaucoup pendant un court moment, mais sur le long terme, je crois que ça impacte... déjà le créateur de contenu, mais si on parle d'un point de vue chiffre, je crois que sur le long terme, ça impacte les chiffres de manière négative. Complètement. Et si je peux aussi rajouter un truc qui est assez intéressant, c'est la plus-value de l'agence. C'est aussi que, pour moi, en tant qu'influenceuse, j'avais déjà un cadre, une assistante, je suis formée en droit, donc je veux dire, tu parlais des contrats, je savais les lire, etc. Après, c'est une question aussi de temps. Tout ça, c'est des choses qu'on ne doit pas faire, et il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont pas la formation pour faire tout ce travail aussi, qui du coup vont se faire, soyons honnêtes, un peu manger parfois par d'autres agences ou d'autres marques qui vont profiter de l'innocence, de la naïveté de cette personne qui... Souvent, l'influenceur, il va popper d'un coup, ça lui tombe dessus, il devient influenceur, et là, il doit apprendre un métier en 3 jours pour signer ses premiers contrats. Et donc là, d'être avec une agence qui est honnête, qui fait les choses bien, en fait, ça permet de sécuriser vraiment la position de l'influenceur, qui peut, dans la majorité des cas, être en position d'insécurité par rapport à ses relations contractuelles et commerciales. Je crois aussi de garder du temps, c'est quand même important, parce que, mine de rien, ça prend quand même pas mal de temps. Il y a quand même un côté qui est très administratif, très procédurier, qui prend énormément de temps. Et donc, je trouve que parfois, c'est un peu le piège de... Je dis pas qu'il faut passer en agence, etc., mais de pas avoir quelqu'un qui aide et structure l'influenceur, parce que, en fait, l'influenceur, il va être dans ses mails, etc., et il va... trouve qu'on retrouve souvent ce schéma. Donc l'influenceur pop, il a plein de demandes. Déjà, s'il est tout seul, nous, à ce moment-là, on commence à avoir des échos d'agence que c'est impossible de travailler avec cet influenceur, parce qu'en fait, il est débordé, et c'est totalement compréhensible. Mais surtout, il va se mettre à faire que des collaborations commerciales, parce qu'en fait, il accepte, il n'arrive pas à suivre le rythme, et comme il doit continuer à tout répondre, il n'a plus le temps pour son contenu organique. Et je trouve souvent aussi que les créateurs de contenu qui ne se font pas encadrer, pareil, ils vont pop, ils vont faire plein de collaborations commerciales, ils vont plus avoir d'authenticité parce qu'ils ont plus le temps, et ils vont disparaître direct. Hyper d'accord. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parfois. Du coup, très concrètement, quand il y a une collaboration entre une marque et un influenceur, comment ça fonctionne ? Qui contacte qui choisit quoi, qui fait quoi ? Il n'y a pas de règle, je dirais, mais on peut reprendre cette image de 3 parties que j'ai dit. En fait, parfois, il y a une 4e partie qui est l'agence de la marque, mais donc c'est soit... Nous, Atelier Milky. Voilà, Atelier Milky, par exemple. Donc, mais on va faire l'exemple de 3 parties, parce que je pense que c'est beaucoup plus simple que rajouter une agence Enfin, on peut le faire, rajouter une agence en plus. Donc, il y a 2 cas. Il y a soit c'est une marque qui a une campagne bien précise pour le lancement d'un produit et un service, et qui va... chercher différents profils qui vont matcher avec leur campagne, donc regarder des influenceurs qui ont une audience qui leur correspond, qui sont en lien avec le produit qu'ils peuvent promouvoir, ça c'est la première chose. Mais parfois aussi tu peux, je sais pas, vous allez faire un voyage en Laponie, c'est un très bon exemple. On sait que ce sera du coup des chouettes paysages, que peut-être les marques n'ont pas l'occasion de faire des voyages pro à ce moment-là, où on part à un moment dédié pour la création de contenu en Laponie, dans cet écosystème-là. Nous, on va envoyer un mail aux marques en disant Claire, elle est en Laponie je sais pas quand. Mi-novembre.
C'est l'occasion de créer de chouettes contenus. Nous, on voit bien votre marque dans ce setup. On envoie généralement un mood board. Voici ce qu'on peut proposer. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Donc ça va vraiment dans les deux sens. Il y a de la prospection que nous, on fait proactivement, mais il y a aussi des demandes entrantes. Ça n'a pas d'importance. Les deux sont possibles. Donc la première étape, c'est vraiment d'avoir ce projet de campagne de l'un ou de l'autre. Et donc, dans le cas où la marque nous contacte, elle va du coup contacter l'agence, donc nous, et elle va dire voilà, j'aimerais vendre ce micro pour telle date et j'ai besoin de ce type de contenu. Est-ce que ça vous intéresse? Généralement, nous, on a un premier round ensemble où on va discuter du projet. Donc simplement, Claire, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. Si elle me dit non, on commence même pas les négociations, il n'y a pas d'intérêt, on passe à autre chose. Si Claire me dit oui, généralement, déjà elle va jamais me dire oui, j'ai l'impression qu'elle va me dire oui, mais plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui est normal parce que une marque, elle va peut-être contacter, 50, 100 influenceurs, elle peut pas personnaliser le projet. Ça dépend. Mais souvent, c'est le cas. Bon, moi, je vais dire, si on prend l'exemple du micro, oui, mais par contre, je sais bien qu'on lance la nouvelle saison de podcast dans 3 mois. Est-ce qu'on peut voir il demandait de faire ça la semaine prochaine. Par contre, en fait, j'aimerais bien tester pour voir si le micro, je l'aime vraiment bien. Je sais bien qu'on va tourner dans 3 semaines. Donc, en fait, ça pourrait être un bon timing pour tester. Et après, du coup, pour en parler à ce moment-là. Donc, on va intégrer, en fait, dans le projet de la marque, le pourquoi il contacte un influenceur. C'est-à-dire d'avoir son avis et que ça matche avec ses timings à lui et ce pourquoi les gens le suivent. Ok. Et généralement, les marques, quand elles contactent, elles vont envoyer une première idée de ce qu'elles aimeraient sur la campagne. Mais comme ils contactent, comme je disais, 50, 100 influenceurs, parfois moins évidemment, c'est très générique. En fait, c'est vraiment la selling proposition de la marque. Et c'est vraiment le langage de la marque. C'est pas du tout personnalisé, etc. Donc c'est aussi important d'avoir cette discussion pour pouvoir s'approprier la marque. Et donc Claire va me dire oui, ça m'intéresse de mettre ce micro en avant dans mon podcast. Moi, je vais revenir vers la marque, je vais donner les conditions dans lesquelles on pense que c'est idéal, et là, il y a la négociation budgétaire. Okay. Donc, comment ça se passe? C'est vraiment très simple. En fonction du contenu qu'ils veulent, il y a des tarifs qui correspondent, et donc, si tu veux une story ou pas de reel, c'est différent. Donc, il y a toute cette discussion. Donc, il faut savoir qu'un influenceur peut vendre son contenu image, donc des photos, des vidéos, des stories, mais il peut vendre aussi ses droits d'image. Donc ça veut dire que le contenu peut être utilisé après en publicité, les publicités qu'on voit sur Facebook, Insta aussi, etc. Donc il y a la négociation pour la production du contenu, mais aussi pour les droits d'image. Donc globalement, ça c'est ce qu'on fait. On trouve un accord, et là, généralement, nous, on demande de faire ça, mais c'est pas obligatoire. On va demander à Claire d'envoyer un scénario de ce qu'elle veut produire. Comme ça, on l'envoie à la marque, c'est clair, il n'y a pas de... Parce qu'un brief, en fonction de la personne, les briefs qu'on reçoit des marques, c'est pas non plus... pas toujours, en tout cas. Sauf quand tu passes à la télé, Vicky. Non, mais je veux dire, c'est mieux comme ça, c'est pas non plus à tel moment tu dois dire ça, etc. C'est général. Donc ça peut vraiment être interprété de tellement de manières différentes que parfois le client il s'imagine quelque chose et l'influenceur il s'imagine quelque chose d'autre, et pour éviter qu'au moment où la vidéo est finalisée on se dise en fait on réfléchit pas à la même chose, on envoie un petit scénario qu'on valide. Une fois qu'il est validé, ça part en production, et donc ça on gère pas du tout la partie production. Ça va chez Claire, ça va chez moi, et nous du coup on rentre dans la phase suivante. Donc on va vraiment produire le contenu. Voilà, on va créer le contenu, et une fois que tout est fait, que tout est prêt, que ça répond bien au briefing et au scénario qu'on a établi avec la marque, on renvoie tout à l'agence qui va après s'occuper en fait du suivi. Ouais, c'est ça. On fait... avant le posting réel du contenu. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que c'est très rare qu'une campagne soit live sans que la marque ait vu le contenu avant qu'il soit publié. Donc généralement, il y a une deuxième phase de validation où on envoie les visuels finaux. Il peut y avoir encore quelques petits changements, mais franchement, c'est rare quand on envoie un scénario en amont parce que ils reçoivent ce qu'on avait envoyé. Ça va plus être du wording. Ça va plus être du wording ou étirer un peu un plan, des choses comme ça, mais c'est des petits changements. Et alors, on définit une date de posting parce que comme c'est souvent lié à un lancement de produit ou un lancement de service, ça doit être publié dans un timing précis. Et le contenu est du coup posté. Et après la phase de posting, nous, on a encore toute une phase de reporting. Donc en fait, on va
donner aux marques toutes les statistiques, regarder si le contenu a performé ou pas, comment on peut améliorer, pas améliorer. Voilà, je crois que c'est ça globalement. Il y a évidemment une signature de contrat que j'ai pas dit, mais après la négociation, on signe un contrat. Ça semble logique, mais je crois que les gens se rendent pas compte que le timing entre le moment où on ressent un brief et le moment où le contenu est produit, c'est très très rapide. Franchement, c'est rare, je trouve, dans le milieu de l'influence que ça peut être très rapide, que les marques ou les agences s'y prennent à l'avance. Je dirais, si t'as ton truc un mois à l'avance, c'est long. C'est très long. Je dirais que généralement, c'est 2 semaines. Ouais. 2 semaines, et parfois, on nous contacte pour un truc la semaine prochaine. Si j'ai de la place dans mon agenda, je peux me dire, allez, le week-end, je vais faire ça, je te le sors. Mais souvent, on n'a pas de place. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, par exemple, tu sais pas du tout ce que tu vas avoir le mois prochain. Si, on a quand même... donc il y a 2 types différents de collabs, si on peut dire. Il y a du one-shot, on appelle ça. Donc ça veut vraiment dire une marque qui te contacte pour un produit. On va travailler une fois ensemble et puis nos chemins vont se séparer. C'est pas grave, c'est bien aussi. Et puis après, on a des partenariats aussi qui sont plus long terme. Okay. Et donc là, généralement, on négocie plusieurs prises de parole d'un coup. Donc là, on a une vision plus long terme. Ça veut dire qu'on sait qu'on va devoir... shooter le contenu dans 3 mois, mais on ne sait pas sur quoi sera ce contenu, quoi. Donc on ne peut pas anticiper quand même. Oui, c'est ça. Très peu. Okay. On n'a pas... Souvent, en plus, c'est lié à un produit. Donc moi, je suis quand même dans le domaine du lifestyle, de la mode. Donc par exemple, si je collabore de manière régulière avec Cézanne, j'ai besoin d'avoir les vêtements qui vont sortir au moment du post. Donc je ne peux pas me dire que je vais intégrer dans mon contenu, déjà le shooter en avance en septembre pour le contenu de décembre, parce que ça va être la collection de Noël, et que même eux, ils ne savent même pas encore, je pense, ce qui va sortir exactement quand, quoi. Donc on n'a pas énormément d'avance. On sait, quand même, elle l'a dit, puisqu'on favorise les collaborations long terme, parce qu'on aime bien les relations longue durée, et que je travaille avec les mêmes marques depuis toujours et tout, et qu'on vient intégrer des one-shots avec des marques aussi un peu saisonnières. Il y a des produits, par exemple les crèmes solaires, ça va être une fois par an, 2-3 prises de parole sur l'été sur différentes plateformes, mais ils n'ont pas besoin de moi le reste de l'année. Donc voilà, ça dépend aussi du produit. Mais généralement, on sait ce qui va arriver, mais c'est aussi ça, ce côté-là d'insécurité avec l'influence, le métier d'influenceur. Tu l'as dit, on ne sait pas trop ce qu'on va gagner dans les mois qui suivent, à moins d'avoir mis ça en place. Mais une relation long terme, elle se met en place quand l'influenceur il est là depuis plus longtemps. On a déjà travaillé une fois avec la marque, 2-3 fois. Elle sait que ça marche, elle sait que du coup, elle a un retour sur la communauté de l'influenceur. Il faut aussi que la marque, elle voit que son intérêt commercial. On a aussi des marques qui ne vont pas travailler juste parce qu'on s'aime bien. Il faut vraiment que ça fonctionne quand même, que des contenus performent moins bien au niveau de la visibilité, etc. C'est pas bien, mais il faut quand même que le contenu marche avec la communauté. Après, ça se fait de manière quand même assez naturelle généralement, parce que si l'influenceur est authentique, il va accepter une collaboration avec une marque qui fonctionne avec lui, et les gens le suivent pour lui. Donc ça se fait bien. Mais c'est ce côté aussi un peu insécurité. Tu sais pas, ton chiffre d'affaires peut être d'un mois à l'autre, faire x2, x3, ou diviser par 2, diviser par 3, tu sais pas trop, quoi. Ouais. Nous, quand on signe un créateur de contenu dans l'agence, on dit généralement qu'il faut 1 an pour avoir une vision de plus ou moins comment on peut planifier, de quel chiffre d'affaires il va faire, de comment on va pouvoir mettre en place des collabs, etc. Parce qu'en effet, ça varie sur tellement de choses. Je veux dire, comme tu dis, c'est des produits, donc il y a la saisonnalité des produits, mais il y a aussi... le marché. Je veux dire, le marché, oui, c'est ça. Il y a des marques qui vont pop d'un coup, qui vont tout d'un coup avoir un budget. D'autres qui, en fonction des années, elles vont plus spécialement avoir le budget. Donc il y a aussi ce changement constant. On va voir qu'au début de l'année, les marques sont un peu plus timides parce qu'elles ont leur budget, elles réfléchissent encore un peu comment elles vont le dispatcher et tout. Par contre, en fin d'année, on a des budgets, il nous reste de l'argent, on doit le dépenser le plus vite possible. Il y a plein de choses, plein de facteurs qui rentrent en compte. Le marketing d'influence, c'est clairement imposé comme un levier incontournable aujourd'hui pour les marques. Selon vous, quel rôle jouent les influenceurs dans une stratégie de marque réussie ? Moi, je pense que je peux répondre là avec ma casquette tant d'influenceuse que directrice d'agence de communication dans laquelle on fait des campagnes de marketing d'influence. Pour moi, alors on a pendant longtemps, moi je suis dans le secteur depuis super longtemps, donc j'ai entendu tout et son contraire pour le milieu de l'influence. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, on me disait mais tu vas voir, dans 2 ans c'est fini, c'est un effet de mode, etc. Moi j'étais là, ça peut pas être un effet de mode, c'est trop quelque chose qui est ancré, qui s'ancre dans le comportement quotidien des gens, que ça peut pas être un effet de mode. Certes, on était dans un moment où ça montait,
Vraiment, c'était une explosion. Ça s'est stabilisé, ça va continuer à se stabiliser, mais ça va pas disparaître. C'est comme la presse, ça fait des hauts et des bas. On va pas arrêter de lire des magazines, ça va pas disparaître du tout au tout. Ça marche certes moins bien qu'avant parce que ça se balance avec tout ce qui est digital et que voilà, la presse traditionnelle doit prendre le bon aussi de cette digitalisation de la communication et du secteur publicitaire. Pour moi, c'est essentiel une stratégie de marque de diversifier les médias qu'on va utiliser pour toucher les gens, mais clairement, c'est pas en faisant que de l'influence que ton produit va se vendre. Déjà, il y a tellement de facteurs différents. Les gens que tu veux toucher, tu les touches pas que sur les réseaux sociaux, tu touches une certaine partie de la population, mais tu touches pas tout le monde non plus. Donc pour moi, ça dépend de plein de choses. C'est essentiel d'y penser si la cible est sur les réseaux sociaux, mais on le dit souvent en formation, les gens ils veulent être sur Instagram, et d'un point de vue analyse, les gens ne sont pas que sur Instagram, même ils vont être peut-être maintenant de moins en moins sur Instagram, de plus en plus sur TikTok, de plus en plus, maintenant on parle même de SEO avec l'intelligence artificielle où tu peux référencer tes articles, enfin tu vois, il y a plein de choses qui évoluent, donc pour moi ça doit faire partie, si c'est pertinent. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc super erroné avec le secteur de l'influence, c'est que les gens, souvent, ils ont l'impression que, je sais pas, c'est nébuleux. Tu me diras si ce que t'en penses aussi juste après. Et donc, ils ont toujours l'impression que ça va tout faire cartonner, etc. Or, l'influenceur, il peut être mal choisi. Si c'est exclusivement influence, en fait, ça peut aussi ne pas fonctionner parce que c'est pas le bon choix. Peut-être que derrière ton produit, il est mal présenté sur ton site. C'est pas c'est une partie l'influence, mais c'est pas tout. En fait. Voilà. Je vais réagir à ça et après je répondrai à la question. C'est pas ça la question. Hyper fort d'accord sur ce que Claire dit. C'est que c'est pas parce qu'on paye un influenceur que la campagne va performer. Il y a le choix de la cible, mais avant tout, c'est important de rappeler aux marques que c'est leurs produits qui font que les gens ont envie d'acheter ou pas. Parfois, on a des marques qui nous contactent pour une campagne. Il y a un match avec le produit. Claire, je n'ai pas d'exemple de produit, mais Claire aime toujours bien ce micro. La campagne se passe bien. On a des super stats. Ça veut dire quoi, des super stats? Ça veut dire qu'on voit que beaucoup de gens ont regardé le contenu et on voit que beaucoup de gens, par exemple, ont cliqué sur le lien pour aller sur le site pour se renseigner sur ce micro. Puis la marque va dire désolé, mais on n'a pas d'achat. À partir de ce moment-là, c'est plus vraiment notre problème. Pourquoi il n'y a pas d'achat? A priori, ça ne se situe pas de notre côté, vu qu'il y a eu beaucoup d'intérêt. Ouais. Est-ce que le price point est trop élevé? On n'a pas de prise là-dessus. Est-ce que ton chemin sur ton site est bien fait? Est-ce que tu as bien décrit ton produit? Est-ce que ta politique retour n'est pas nulle, en fait, et que du coup, personne n'ose acheter? Ouais, plein de choses. Combien de fois, même moi, première victime des publicités des influenceurs, je vais sur le site, mais en fait, il faut cliquer 50 fois, tu mets 3 quarts différents, ça ne fonctionne pas. Sorry, j'abandonne. C'est pas que je ne voulais pas acheter, c'est juste que je crois qu'il faut que ça, déjà, ce soit au point avant de mettre une campagne d'influence. Et la deuxième chose, quel rôle jouent les influenceurs? Je trouve que ça permet de cibler une audience très précise concernant d'autres médias, mais ça veut dire que la marque doit faire le travail de se renseigner sur l'audience du créateur de contenu. Donc ça aussi, c'est important. C'est pour ça que je dis que c'est parce que tu mets de l'argent que ça va fonctionner. Si tu mets de l'argent sur un influenceur poisson, je sais pas, pour vendre un micro, on va reprendre cet exemple, tu peux payer autant que tu veux. Ça ne vendra pas. Ça ne vendra pas. C'est pour ça aussi, parfois, certaines marques forcent et disent vraiment, non mais nous, on veut travailler absolument avec Claire, on veut vraiment travailler avec, on est prêt à mettre ça, et tous les mois, ils m'appellent, mais je dis, mais en fait... ça marche pas, ça fonctionnera pas. Et même plus largement, Claire elle fait du lifestyle, donc elle peut mettre quand même beaucoup de choses en avant, mais j'ai des créateurs de contenu qui sont dans des domaines très spécifiques, la cuisine ou je sais pas, la rénovation par exemple. Même si par exemple je sais pas, Nora elle fait de la rénovation, elle adore une marque de shampoing disons, même si elle l'utilise au quotidien, même si elle adore le produit, son audience, c'est pas ce qu'elle va rechercher. Donc, il faut aussi quand même se renseigner sur l'audience de l'influenceur. Mais, il faut quand même le dire, les réseaux sociaux, ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur de l'audience. Et donc, quand le travail est bien fait, on peut savoir exactement qui on va toucher. Et ça, je trouve que c'est une force incroyable des réseaux sociaux. Et la deuxième chose qui, je trouve, que les créateurs de contenu vont apporter, c'est justement ce discours qui est différent du discours de marque. Parce que dans tous les autres médias, en fait, c'est beaucoup le discours de la marque.
Et c'est peut-être un discours, il faut balancer, donc c'est important d'avoir les différents types de discours. Mais l'influenceur, il va avoir un discours, je trouve, plus proche du consommateur, plus authentique, et donc il va pouvoir parler du même produit ou du même service d'une manière totalement différente. Et ça, je trouve que c'est aussi assez intéressant pour les marques, que ça leur permet justement de toucher d'autres audiences ou, je sais pas, de mettre le focus sur un élément qu'eux n'auraient pas spécialement poussé dans leur communication. Complètement. Après, c'est aussi, à l'inverse, le problème qu'on rencontre, c'est que parfois, tu as des marques qui ne sont pas prêtes à ce que leur discours soit interprété. L'influenceur, il va un peu aborder le produit comme on parle dans un groupe de copines. Moi, j'ai toujours, je suis la bonne copine qui te donne des chouettes conseils. Il y a beaucoup de gens qui écoutent mes conseils sur mes réseaux, mais c'est censé être abordé de la même manière, c'est-à-dire en simplifiant, en vulgarisant le tone of voice de la marque, pour te dire, comme si nous on parlait en buvant un café, ah ouais, hier j'ai testé ce shampoing, et génial, trop bien, mes cheveux, regarde comme ils sont magnifiques. Donc c'est comme ça que l'influenceur va aborder le produit. Et en fait, trop souvent on reçoit justement des briefings où c'est ah non, mais en fait il faudrait que tu dises les 53 KPI le produit fait, qu'il a tel composant, tel truc et tout. Alors certes, si dans mon tone of voice c'est hyper important que je parle des composants, parce que justement c'est quelque chose que j'aborde souvent. Mais si t'es un expert beauté par exemple. Si je suis un expert, certes, mais par contre moi je vais être plus lifestyle, c'est-à-dire que je vais juste être là en mode mes cheveux sont magnifiques, le shampoing est de telle composition, je peux prendre un ou deux éléments qui sont intéressants pour moi, mais je vais surtout voir le résultat. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails techniques par rapport au produit, et je vais répondre à la problématique que ma cible a. Par exemple, là, je suis en postpartum, je perds mes cheveux. Là, je suis en test de plein de choses. Et à la fin, je ferai des stories, un post, je sais pas encore trop quel format, où j'explique mon ressenti. Mais ça va vraiment être lié à mon parcours personnel. Et ça va répondre à la problématique de toutes ces femmes qui me suivent aussi, parce que elles sont mamans et qu'elles ont vécu la même chose. Quoi. Je trouve que c'est hyper important ce que tu dis, parce qu'en effet, parfois, les marques, elles veulent vraiment pousser des caractéristiques. Mais je crois que c'est aussi... aux deux parties dans ce cas-là à se dire la marque pas autant poussée, peut-être avoir un peu de flexibilité, et aussi la responsabilité du créateur de contenu s'il voit que la marque part dans une direction qui va pas du tout dans la sienne, juste de dire non pour cette fois-ci alors. Mais ça c'est aussi votre rôle en tant qu'agence, je trouve, et qui est super bien fait chez Storage, c'est de balancer tant les intérêts de l'influenceur, parce que vous connaissez vos influenceurs, que des marques aussi, et trouver justement le bon équilibre. Oui, c'est ça. Il faut que les deux parties se respectent mutuellement. Il n'y a pas une partie qui a raison et l'autre qui n'a pas raison. Exactement. C'est un contrat entre plusieurs parties, donc c'est du travail avant tout. Donc la marque doit avoir le livrable pour lequel elle a payé, mais la marque, en engageant un créateur de contenu, doit aussi respecter l'univers du créateur de contenu. Ça, c'est pas une page de pub dans un magazine. Après, c'est aussi pour ça que c'est cool pour les marques d'engager des agences dont c'est le métier. Par exemple, chez Atelier Milky, on connaît bien les influenceurs, on connaît bien les produits. On va aussi faire cette balance d'intérêt. Alors certes, ça rajoute un intermédiaire, mais du coup, quand les deux agences parlent entre elles, on trouve vite des super équipes, des super campagnes, parce que tout le monde connaît bien son client, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, et son secteur. Aussi, il y a des entreprises où il y a vraiment beaucoup de monde dans les équipes marketing, et donc parfois il y a des personnes qui sont ultra spécialisées dans l'influence, mais dans la plupart des entreprises il n'y a pas vraiment d'équipe dédiée, donc je trouve que parfois aussi c'est des personnes qui sont très pertinentes dans le domaine du marketing de manière générale, mais peut-être pas hyper pertinentes dans l'influence. Et donc je trouve que là il y a quand même un vrai intérêt à avoir une agence qui elle est spécialisée et qui va pouvoir vraiment tirer le maximum d'une collaboration. Et j'allais dire aussi que souvent on a ces discussions-là et puis la marque pousse et puis elle dit on n'est pas contente des résultats. Mais voilà, c'est encore à nouveau, c'est un équilibre à trouver entre les deux parties. Selon vous, c'est quoi les éléments qui sont indispensables dans une campagne d'influence pour que ça fonctionne ? Le bon influenceur pour la bonne marque. Que l'influenceur choisisse la marque pas pour l'argent, mais parce qu'il aime la marque, et qu'à l'inverse, la marque choisisse l'influenceur pas juste parce qu'il a 1 million d'abonnés, mais parce qu'elle aime son contenu, qu'elle aime sa DA, qu'elle connaît la personne et qu'elle a un peu suivi ce qu'il faisait. Première step, je pense que c'est hyper important. Pour son audience, clairement, avoir le bon influenceur. Et comme tu dis, pour les bonnes raisons, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui nous contactent, parce que juste eux, personnellement, ils suivent un créateur de contenu, et donc parce qu'ils l'aiment bien, ils nous contactent, mais je trouve que si on part d'un point de vue purement stratégie, je crois que c'est pas la bonne stratégie à adopter. Il faut vraiment analyser l'audience du créateur de contenu,
Je dirais pas vouloir trop pour le budget. Par là, je veux dire, je ne sais pas si vous avez 10 000 euros de budget, un exemple totalement hasard. Pas tout mettre dans un méga influenceur en mode on va avoir beaucoup de visibilité et tout, on va faire plein de ventes. Je trouve qu'il vaut mieux dans ce cas-là prendre, je sais pas, 3-4 influenceurs de taille plus petite, etc. Ça fonctionne généralement mieux. Comme tu disais, je trouve intérêt du créateur, intérêt pour le produit, ultra important qu'il y ait un match. Nous aussi, ce qu'on demande souvent, c'est quel est l'objectif de la marque derrière cette campagne. On va recevoir des briefs, mais en fait, on sait pas c'est quoi leur but, quoi. Enfin, ils ont parlé du produit, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez faire derrière ? Est-ce que vous avez un objectif de vente ? Est-ce que vous avez un objectif d'image autre ? En fait, ça change tout. Complètement. La manière de créer le contenu va être tout à fait différente. La manière de créer le contenu va être totalement différente. Et ce que tu vas choisir comme format. On va pas utiliser les mêmes plateformes, on va pas utiliser les mêmes formats. Et donc ça, c'est hyper... je trouve que c'est hyper important si on va avoir l'influenceur qui est vraiment impliqué dans le contenu. Et si on veut maximiser les résultats, en fait, dites-nous ce que vous voulez. À nouveau, je pense que c'est aussi à nuancer avec... Là, c'est quand, du coup, une marque contacte et que c'est l'équipe en interne qui, du coup, n'a pas l'expérience d'une agence de com qui, du coup, fait ce travail. C'est-à-dire que nous, on va toujours en amont, avant de briefer avant d'envoyer des briefs et de chercher des influenceurs, nous, en amont, on va toujours demander à la marque, à notre client... Là, j'ai ma casquette Atelier Milky. On va toujours demander aux clients les objectifs, etc., pour justement clarifier et proposer la campagne qui est adaptée. Parce qu'en fait, en fonction des objectifs, tu ne vas pas non plus contacter les mêmes personnes. Tu as des influenceurs qui vont être images, tu as des influenceurs qui vont être hyper commerciaux. Moi, je suis hyper commerciale, je vends quand même pas mal de choses sur mes réseaux. Pourquoi ? Parce que je mets les liens. Je mets pas... Il y a des influenceurs qui ne mettent 0 lien, qui ne mentionnent jamais rien. Et c'est des choix. C'est un choix, c'est pas mal, c'est juste de l'image. Et c'est hyper essentiel aussi pour certaines marques, où tu as des marques aussi qui veulent, je sais pas, qui sont parties dans un domaine beaucoup plus éco-green, etc., qui ont besoin d'axer le wording là-dessus, parce que justement, leur marque a pris un tour 360 dans une autre direction par rapport à avant. Ils ont besoin de refaire de la notoriété pour justement changer l'image des marques. Ça peut être c'est un objectif en soi, mais du coup, tu contactes pas les mêmes personnes pour ça que quand tu veux vendre un produit spécifique. Voilà. Et je dirais le dernier truc qui est important, je trouve, c'est le respect des codes des réseaux sociaux. On l'oublie souvent, mais et encore, je crois que c'est quand il n'y a pas d'agence intermédiaire du côté marque. Dans beaucoup de marques, surtout des marques qui sont établies, qui ont fait beaucoup de médias traditionnels avant, parfois ils viennent vraiment avec des critères qui se rapprochent beaucoup plus de la télé ou de la presse, et ils veulent transposer ces standards sur les réseaux sociaux, et ça fonctionne pas. Ça veut dire que si tu as le bon objectif, le bon influenceur, qu'il est intéressé par ton produit, que tu as le bon tone of voice, mais que en fait, tu fais pas les bons formats, ça fonctionnera pas. Pour peut-être conseiller des marques qui n'ont pas encore osé se lancer dans le marketing d'influence, ce serait quoi les pièges à éviter s'ils veulent faire une campagne d'influence ? Je dirais vouloir contrôler la moindre prise de parole. C'est impossible. C'est impossible. Si tu as un influenceur, à la limite, mais comme je disais, moi je trouve que c'est contre-productif, mais il faut laisser une part de spontanéité dans les prises de parole. Je trouve que le piège, c'est justement de vouloir tout cadrer, chaque mot, chaque direction. Je trouve que si on est à ce stade-là, alors il vaut mieux pas se lancer dans l'influence. Passer dans de la publicité plus traditionnelle. Est-ce que vous avez un exemple de campagne qui a été mise en place avec le compte de Claire, où les résultats pour la marque étaient vraiment un succès, et qu'est-ce qui a fait ce succès justement ? Du coup, moi je vais prendre l'exemple de Cézanne qui devait s'implémenter en Belgique, mais il y a eu un problème parce qu'il y avait le Covid, donc ils n'ont pas su ouvrir la boutique finalement, qui était privée à Bruxelles. J'ai pas une très bonne mémoire, c'était il y a longtemps, mais si je me souviens bien, c'était pour ça. Du coup, ils ont digitalisé toute leur campagne. Et en fait, au lieu d'ouvrir la boutique à Bruxelles, ils ont fait un code promo pour la Belgique. Je me trompe peut-être dans les détails, sincèrement, c'était il y a 6 ans, donc, et on en fait beaucoup des campagnes, donc voilà, je me trompe peut-être dans les détails. Mais je me souviens que du coup, nous, en tant qu'influenceurs, on n'était pas payés pour le contenu qu'on faisait, mais on était payés à la commission. Et je peux vous dire que j'ai vendu beaucoup de vêtements Cézanne. Et ça a vraiment marché. Et là, c'est un bon exemple justement d'une campagne ou d'une marque qui a su prendre prendre le problème à bras-le-corps et se dire, on ne sait pas ouvrir à Bruxelles, c'est pas grave, on crée un code promo pour lancer la marque en Belgique, pour ouvrir la marque sur le marché belge.
Il y avait évidemment un giga intérêt. Cézanne, c'est un super produit, c'était super à la mode. Enfin, c'est toujours super à la mode. En France, et du coup, les Belges avaient hâte de découvrir. Et ça a permis vraiment aux Belges de découvrir la marque. Et vraiment, on a eu des résultats incroyables. Moi, j'avais pensé à Martini, le contenu de Noël. Incroyable, ouais. Donc ça, c'est plus en termes d'image. Après, je peux donner d'autres exemples pour la vente. Généralement, en gros, quand ça marche bien, c'est que on a un briefing qui met les points importants pour la marque, mais après que la liberté est laissée aux créateurs de contenu. Et j'ai l'impression que c'était le tout début du lancement du format vidéo sur Instagram, donc du format Reel. C'était pas du tout... l'algorithme n'était pas du tout aussi viral, etc. que maintenant. Enfin, les contenus vidéo étaient un peu moins poussés. Ils avaient laissé totale liberté à Claire et elle avait refait un extrait de Love Actually, je pense, quelque chose comme ça. Oui, danse comme ça. Danse comme ça, et la vidéo était vraiment devenue totalement virale, mais parce que je crois qu'aucune agence aurait pitché ça. Claire, chaque fin d'année, elle faisait le Noël de Milky, où elle avait toujours des concepts farfelus qui lui correspondaient hyper bien, mais c'est typiquement ce genre de campagne qui vont hyper bien performer en images parce que déjà c'est fun, l'audience retrouve 100% la patte du créateur de contenu, et il y avait quand même une super belle mise en avant du produit, donc c'est vraiment chouette. C'était une marque d'alcool pour les fêtes, etc. C'était quand même cohérent. Et du coup, on a mis ça en avant, parce que là, on n'arrive peut-être pas à imaginer comment ça s'intègre avec la danse que fait Grant dans le produit, mais en gros, le côté aussi authentique qui a bien fait que ça fonctionne, c'est que donc je danse. Après, j'en ai préparé un bel apéro plateau avec les cocktails, etc. Je fais les cocktails, mais surtout, je me casse la figure dans la vidéo de manière très naturelle, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout scénarisé. Et on a décidé, nous, parce que quand on a regardé la vidéo, qu'on a fait le montage, on était là, il faut garder la chute. Je pense que ça faisait partie vraiment du fait que le contenu a été viral, parce que je me casse littéralement la figure à la fin de la vidéo. Et donc ça donne limite envie de regarder une deuxième fois en disant mais qu'est-ce qu'elle a foutu, comment est-ce qu'elle a pu tomber. Et en fait, je pense que c'est ça. Et ça me fait penser que justement, ça fait partie de ma personnalité d'être très maladroite. Et de temps en temps, j'essaye de l'intégrer dans mon contenu. Parce que en fait, tout à fait par hasard, j'ai renversé, j'ai cassé quelque chose, etc. Et souvent, on me demande de le supprimer. Ouais, la marque me demande de supprimer parce que ça marche pas avec l'image de marque et tout, mais c'est ma personne et je peux le comprendre en soi, donc je le supprime, voilà. Mais à chaque fois, je suis là. Il faudrait que je sorte pour best-of de toutes mes chutes, de tout, mais voilà. Et toi, tu penses que le contenu fonctionnerait mieux si tu laissais ta chute? Honnêtement. Et vous le dites aux marques et... Oui, on le dit. Après, je crois que ici, c'est parfois aussi dans des marques, des multinationales, etc. Ils ont aussi des grosses guidelines. Des guidelines qui sont par pays, qui sont redivisés par équipe, etc. Ils ont peut-être parfois moins de flexibilité. Complètement. Mais oui, je pense que parfois du contenu plus spontané fonctionnerait mieux que... Surtout maintenant, donc là, on parle quand même de... Là, Martini, c'était quoi, il y a 4-5 ans. Aussi Covid, je crois. Parce qu'on avait d'ailleurs annulé la fin. Ou bien on avait quand même fait le dîner, mais c'était vraiment au moment où ils refermaient tous les trucs de Covid. Maintenant, on est vraiment du contenu qui est ultra authentique par rapport à avant. Les premiers reels, c'était vraiment des transitions de fou, filmés à la caméra et tout. Limite, maintenant, on est dans le truc le plus authentique, le plus brut. Et donc, ça a encore même plus de valeur maintenant de rajouter ces chutes. Limite, les gens le font exprès dans leur contenu. Vous vous rappelez pas de ces boîtes Prada que les influenceurs cassaient, les boules de Noël? Bien sûr. Horrible. Ça nous fend le cœur, mais ça fait réagir les gens. Et ça marche trop bien, du coup. J'avoue, nous, on le fait souvent dans le contenu maison réelle. On sait que les gens vont réagir. Mais ça marche. Oui, clairement, je suis d'accord. En fait, c'est simplement que les gens s'identifient aussi beaucoup plus facilement. Et quand tu t'identifies, tu réagis simplement. Complètement. Ouais, c'est clair. Et là où ça divise un peu, ça crée cet engouement en commentaire, parce qu'il y a plus de personnalité. En fait, on a tendance souvent à lisser pour plaire à tout le monde. Et du coup, le contenu, il est beau, il est sympa. Mais en fait, dès que tu arrives à oser un peu, à amener de l'authenticité et à être un peu plus tranché, plus toi-même. Alors, il faut arriver à le faire, c'est pas facile. Tu plais pas à beaucoup de personnes, mais du coup, tu vas peut-être plaire à encore plus de personnes aussi. Et en termes de vente, parce que je trouve que c'est pas du tout la même chose, image et vente, j'ai l'impression que les campagnes qui ont le mieux performé, c'est les campagnes sur un cas pratique, entre guillemets. Donc je pense à Ducret pour les cheveux. Complètement. Où il y a une vraie problématique. Enfin, ici, une problématique, mais c'est pas tout le temps une problématique, mais un vrai...
qu'il y a dans la vie du Complètement. créateur de contenu. Et donc, Ouais. il va vraiment pouvoir parler d'un sujet qu'il connaît, qui traverse actuellement. Et donc, là, ça va avoir... pareil, là, c'est des produits pour les cheveux, mais je sais pas quels ont été les chiffres derrière, mais c'était... Ça a très bien fonctionné. C'était énorme parce Mhm. qu'en fait, c'était hyper authentique, hyper pertinent. Et surtout, j'avais vraiment testé les produits, j'avais des vrais avant-après sur les vraies durées et tout, ce qui est super important. Ce qui est super selon le important, ouais. produit. Et j'aime tellement que j'ai racheté moi-même les produits. Mhm. Là, c'est là que tu vois le bon match avec l'influenceur, Ouais. c'est que quand il va acheter tes produits derrière, limite, il faut déjà qu'il les achète avant. Bon, parfois, en fait, tu connais juste pas la marque, elle t'envoie les produits, puis tu découvres quelque chose toi-même, et t'es Ouais. super content. Mhm. Mais si l'influenceur rachète les produits après, c'est que c'est le bon match, quoi. Les campagnes aussi qui dépassent le digital Ah, fonctionnent bon. pas mal. Ah oui. Donc ça veut dire American Vintage. American Vintage, ou Ouais. même des choses comme on a fait Intimissimi, etc. Donc ça veut dire une campagne où la relation se crée d'abord sur le digital entre la marque, l'influenceur et la communauté, et puis qu'après qui sortent du virtuel pour aller en réel. Justement, American Vintage, c'était un événement dans la boutique De Bruxelles. de Bruxelles. Pareil, je crois qu'il y avait des clientes exclusives qui avaient été choisies le jour même, mais après tout le monde pouvait profiter un peu de cette expérience en boutique, dans toutes les boutiques American Vintage en Belgique, Avec un code promo aussi. avec un code promo. Et je crois Et que c'était en France aussi. Hein. pareil, super bien fonctionné, mais je crois que les gens se rendent pas toujours compte de la force qu'un influenceur peut avoir. Enfin, quand on dit bien fonctionner, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de vente. Pour ça, on dit parfois qu'un influenceur, c'est cher, mais il faut se dire que la marque derrière, elle s'y retrouve. Elle fait pas, elle est pas en perte. Elle fait parfois x2, x3, Ouais. x10, x10, fois... fois 100. Ah, punaise. Genre, quand c'est payé à la commission, les commissions, elles vont être entre 2 et 10%. Donc, en fait, si l'influenceur, il reçoit 10 000 euros, Ah, oui, la ok. marque, elle a fait beaucoup plus Ouais. de chiffres. Ok. Ouais, non, on se rend pas compte. Ouais. Du tout. Et ça, on parle de commission, mais c'est peut-être intéressant pour les gens de l'expliquer. Mais Oui. il y a différentes formes de revenus pour les. Oui. Il y a Allez. différents types de revenus chez les créateurs de contenu. Donc il y a l'achat publicitaire. Et ça, on l'a pas vraiment expliqué. Mais comment ça se passe ? C'est comme à la télé, comme dans les magazines. C'est-à-dire, la marque, elle dit, je veux placer une page de publicité. J'ai une page de publicité parce que j'ai l'impression que ça parle bien. Oui, aux moi gens. aussi, C'est sur sur le compte. l'exemple. La marque paye pour la création de contenu. Donc ça, je dirais que c'est le revenu principal de la majorité des créateurs de contenu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'affiliation. Donc, et ça existe depuis même avant les créateurs de contenu. Ah ouais, moi, je monétisais mon contenu comme ça, sur mon blog, avant d'être sur Instagram. Les journaux digitales utilisaient ça, les sites de comparaison, etc. C'est typiquement ce genre de business model qu'ils vont utiliser. Donc ça veut dire que l'influenceur va générer des liens traqués. Donc il poste sur un site qui référence toutes les marques. Il postule au programme d'une marque et il peut générer des liens sur le site de cette marque. Et donc en fait, c'est vraiment des liens qui vont traquer, ça fait un peu flipper, qui vont traquer le comportement d'achat d'un utilisateur. Donc Pendant moi, 30 Amélie, jours. pendant 30 jours ou plus, ça Ou dépend plus, de ouais. en fait, les cookies, c'est ça, si jamais. Quand vous acceptez des cookies pendant 30 jours, 90 jours, c'est ça. Vous On donnez de traque, l'argent aux influenceurs. le raccourci. Mais donc ça traque le comportement et donc ils vont pouvoir voir que moi, Amélie, je suis intéressée sur ce micro. J'ai cliqué sur le lien de Claire et puis Florence, elle a republié une story et j'ai été recliquée sur son lien. Et donc ils vont pouvoir vraiment tracer le comportement, le chemin par où il passe le particulier pour acheter un produit. Et donc une fois que l'achat est réalisé, ils vont se dire... Claire et Florence, elles ont participé à cet achat parce que c'est grâce à elles que la personne a découvert le produit. On va les rémunérer sur cet achat. Et donc c'est entre 2 et 10%, parfois un peu plus. Et donc c'est soit une commission... Entre 2 et 10% du prix du produit. Du panier. Du panier final. C'est-à-dire que si toi, au final, t'es venu grâce au lien du micro, mais que t'as acheté aussi, on est sur le site du Coolblue, une télé, un lave-vaisselle, etc., c'est ton panier final. Ok. Ouais. Waouh. Ouais. Mais sans que ça coûte plus cher. Les gens, ils ont parfois l'impression que ça leur coûte plus cher, mais ça coûte le même prix. Ouais, c'est juste... Okay. Le consommateur, il paye le même prix, peu importe c'est la marque d'où il vient, qui rétrocède une partie de ses revenus. Et donc, c'est même assez bien fait. Donc, soit ils vont se dire, Florence et Claire, elles ont toutes les deux participé. Donc, parfois, ces 10% sont divisés en deux, donc 5 chacune. Ou il y a d'autres marques qui vont dire, non, c'est la dernière personne qui a vraiment convaincu à l'achat. Donc, il y aurait que Florence qui aurait touché, même si ça a été chez Claire. Ouais. C'est hyper particulier. Oui, Par exemple, un lien affilié Cézanne, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est qu'il y a tellement de... Les gens, ils vont cliquer sur plein de stories de personnes qui
qui montent des pièces et en fait c'est seulement la dernière. Et nous en plus en tant que Créateur de créateur de contenu, on voit les gens par lesquels le client final est passé. On peut voir le chemin. Ouais. Donc, tu peux voir qui sont tes concurrents. Ouais. Ah, waouh. Ouais. Super intéressant. Mais c'est fou parce que, imaginons, je vois une story de toi, je clique sur le lien Cézanne, j'achète pas. Je vois une story d'une autre créatrice de contenu, Tu cliques. je clique, j'achète pas. Et puis, samedi matin, out of nowhere, je vais sur le site de Ce Cézanne, sera la dernière Ça personne. sera la dernière personne. alors que finalement, c'est peut-être pas elle. Peut-être que t'en as reparlé en story entre-temps Ouais, et que oui. je l'ai vu. Ah ouais, non. C'est Du coup, c'est pas la impossible de dernière. tout traquer au Oui. millimètre, mais je trouve que c'est quand même un niveau d'information qui est Ah quand oui, même de ouf. pas mal détaillé, quoi. Donc c'est Ok. super intéressant. Et c'est vraiment, il y a pas mal de créateurs de contenu qui tirent vraiment un vrai revenu Complètement. de ça. Et c'est aussi un chouette format parce que ça permet aux créateurs de contenu de rémunérer leur travail plus organique. Donc ça veut dire qu'ils sont pas obligés de prendre des sponsors sur leurs vidéos, sur leur contenu, qui peuvent faire leur popote et puis après lister ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est la deuxième manière. Il y a la rémunération des plateformes aussi. En Belgique, pas beaucoup de plateformes, mais donc il y a des plateformes qui rémunèrent directement le créateur de contenu au nombre de vues et à d'autres paramètres. Puis après, il y a des créateurs de contenu qui développent leur marque, qui se diversifient, etc. Mais donc, je dirais que généralement, quand un créateur de contenu est plus établi, ils n'ont pas que les partenariats comme source de revenus. Et ça permet aussi on parlait un peu de l'insécurité au début, de stabiliser et d'avoir À fond. quelque chose de plus récurrent. À tous ces gens qui disent aujourd'hui, et même j'ai l'impression que ça se dit depuis toujours, que c'est difficile de croire un influenceur, qu'on sait jamais s'il dit vraiment ce qu'il pense ou bien s'il dit ce que la marque veut qu'il dise. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là ? Je pense que je suis la bonne personne pour répondre à ça. Après, intéressant aussi d'avoir votre avis, mais aussi ton avis peut-être à toi, en tant que cliente, consommatrice. Personnellement, j'ai décidé depuis le début d'être toujours hyper transparente avec mes abonnés. C'est-à-dire que je leur ai jamais caché une collaboration. Maintenant, les mentions sont obligatoires, mais même quand c'était pas obligatoire, je mentionnais mes collaborations. Alors, je mettais pas publicité au sens strict, comme c'est indiqué maintenant par la Belgique. S'il y a des Français qui nous écoutent, c'est d'autres mentions qui sont obligatoires. C'est plus large que nous, c'est juste publicité. Tu mettais quand même Mais je quelque mettais chose. genre en collaboration avec, ou en partenariat avec, ou produit offert par. Enfin, j'ai toujours été transparente, j'ai jamais dit j'ai acheté alors que la marque m'a payé et m'a envoyé le produit. Ça, c'est le genre de truc que je n'ai jamais dit. Ma communauté, elle m'a toujours suivie. À la base, moi, j'étais pas rémunérée parce que j'étais là à une époque où le métier d'influenceur n'existait concrètement pas. Ça a mis peut-être 2-3 ans avant d'avoir mes premières collaborations. Et du coup, il n'y avait pas un objectif financier derrière, donc j'avais aucun intérêt à casser cette relation de construire pendant 3 ans de confiance. Les gens suivaient mes conseils, etc., juste pour vendre mon âme à une marque. Donc j'ai toujours été transparente, même quand c'était pas obligatoire, parce que après on était dans le droit, j'avais fait mon travail de fin de bac sur la publicité, donc j'avais quand même des notions, j'assimilais un peu le secteur en se disant ça ressemble quand même fort, donc il faut mentionner, il faut être transparent, il faut être éthique. Donc j'avais vraiment cette volonté-là. Et je pense que justement, le manque de confiance des gens, il vient du fait que plein d'influenceurs ne le font pas. Donc je il y en a encore comprends. plein qui le font pas. Alors que c'est obligatoire. Et moi, je le vois. C'est mon métier. Je sais que j'ai été contactée pour la même campagne. Je sais comment ça se passe. Je connais les codes. Je le vois. Et j'en ai parlé avec plein de gens. Il y a même des personnes qui vont me dire « Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas une collaboration. C'est pas... Elle fait pas ça. » Mais parce que du coup, ceux qui mentionnent vraiment, fatalement, le métier d'influenceur, c'est beaucoup de collaboration. C'est-à-dire que même quand on met un lien affilié, c'est-à-dire que ma chemise, je vais l'acheter. Je vais mettre un lien affilié. Je dois mettre publicité. Pourtant, je l'ai acheté. Et c'est moi qui l'ai choisi. Donc, mon avis, il est honnête. Mais juste, je rémunère mon travail parce qu'il y a du sourcing, il y a tout... je vais peut-être produire un super contenu, etc. Et j'ai des équipes, il faut bien que je paye les gens, que tout le monde soit rémunéré à juste valeur. Et si t'as pas envie de l'acheter, je ne te force pas. C'est-à-dire que le lien affilié, il est là. Si tu veux pas cliquer dessus, tu cliques pas dessus, tu vas acheter de ton côté. Ça change rien à ma vie. Mais j'ai quand même publicité. Je peux vous jurer que... Je vais peut-être exagérer, mais je dirais 75% des influenceurs ne mentionnent pas leur collaboration entièrement. Mais il y en a beaucoup, mais je dirais pas. Plus de 50%. Il y a quand même eu depuis qu'il y a plus de sanctions et que, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une vague en mode quand il y a eu toutes les sanctions, tout le monde était là en mode et puis maintenant les gens sont là en mode vas-y, je réessaye, j'ai payé mon amende. Après, je trouve que il y a plusieurs aspects dans la question. Donc il y a le fait de crédibilité,
est-ce que la personne croit au produit et est-ce qu'il déclare la publicité, tu vois. C'est différent pour moi. Ah oui. Par rapport à est-ce que la personne croit au produit ou elle encaisse juste un chèque, ça je crois qu'il y a toujours des gens qui font mieux leur travail que d'autres dans tous les métiers. Donc bien sûr ça existe et je comprends que ça puisse faire peur, mais je trouve qu'il faut aussi un peu se renseigner sur les personnes qu'on suit. Faut pas suivre aveuglément. Et on le disait, le wording, si quelqu'un te dit, je sais pas, acheter ce produit, c'est génial, enfin que c'est un discours de marque à 100%, enfin il y a peut-être qui s'est pas du tout approprié le discours, il faut peut-être un peu nuancer, mais pour ce côté-là aussi, je crois que les gens se rendent pas compte à quel point ça met du temps de construire une communauté, et donc généralement les influenceurs ont beaucoup plus à perdre à faire la promotion de produits qui ne correspondent pas et à perdre la confiance de leur communauté que d'encaisser un contrat. Donc je crois qu'il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu qui ont quand même une éthique vis-à-vis de ça et qui sont consciencieux de choisir des produits dans lesquels ils ont confiance et qu'ils utiliseraient réellement. Maintenant, par rapport au fait de mentionner publicité, c'est vrai que c'est une autre discussion parce que en fait, si je comprends les gens dès qu'ils voient publicité, ils ont plus confiance. Ouais. Mais ça veut pas dire pour autant. Donc les influenceurs ont envie de cacher la publicité parce qu'ils se disent, mais en fait, c'est pas parce que j'ai mis publicité que j'y crois pas. Donc c'est un peu les deux revers, mais en même temps, comme dit Claire, c'est tellement important. Enfin, c'est de la publicité, enfin par A, par B, par Z que t'aimes ou que t'aimes pas le produit, c'est de la publicité et je trouve que c'est important de le mentionner. Il y a quand même des audiences jeunes aussi sur les plateformes. Complètement. Je trouve qu'il y a quand même un devoir de ce côté-là des créateurs de contenu. Et même si tu crois dans le produit, justement, sois honnête. Tu vas être regardant sur le produit, mais tu vas être honnête, mais d'office, ton avis est un peu biaisé. T'as pas payé ce produit déjà. Donc, oui, mais moi, la question que je me pose toujours en tant qu'influenceur avant de faire une collab, c'est est-ce que moi, en tant que consommatrice, je mettrai le prix qui est proposé pour ce produit ou bien je vais juste être contente de l'avoir parce que c'est une collaboration. Tu vois ce que je veux dire? Je prends vraiment le Dyson Airwrap. Je l'ai reçu à la base en collaboration quand il était lancé en Belgique. Le Dyson, l'amour de ta vie. L'amour de ma vie. Je l'ai reçu en collaboration au début. Je suis tombée amoureuse de ce produit et j'ai fait une seule campagne pour Dyson. T'inquiète pas que j'ai sorti 53 043 vidéos sur le Dyson Airwrap tellement je l'aime. J'en ai vendu blindé parce que je parle de ce produit tout le temps auprès même de mes amis. Je le survente. Pourtant, je n'ai fait que, pour le Airwrap, une collaboration. Il y a 5 ans. Je me suis dit... Après, ce produit, il vaut son prix. J'en ai racheté un deuxième. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir un petit billet par le fait, mais en fait de la collaboration, mais c'est pas non plus totalement à côté de... Je pense que c'est parce que les gens n'ont pas confiance en la personne qui s'exprime. C'est juste que du coup, les gens doivent construire la relation de confiance auprès de la personne. Mais c'est à la personne, du coup, à l'influenceur, de construire cette relation de confiance. Parce qu'en étant transparent, tu crées cette relation de confiance. Et c'est justement en cachant que tu vas venir casser ce que tu crées. C'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant. Mais je comprends aussi les influenceurs, tu vois, parce que l'algorithme, c'est vraiment... On en avait parlé dans un podcast. En fait, la mention de publicité, Mosseri a dit que ça ne cassait pas le reach. Mais on le voit très bien, en fait, ça casse le reach. Pourquoi ? Parce que, comme Amélie l'a dit, les gens, ils vont skipper, ils vont voir publicité, ils vont être là, ah non, flemme, publicité, je passe. Et je comprends, moi aussi, je vais passer. Mais c'est pas grave en soi, mais du coup, ça va casser ton reach. Or, en fait, si tu ne mets pas publicité directement en haut à gauche, les gens vont peut-être écouter un peu plus longtemps et du coup, ils vont rester sur le contenu. Et puis en fait, ils vont quand même se faire influencer, puis après ils vont dire ah non mais c'était pas une publicité. Mais est-ce si grave que ça au final, moi je me dis. Oui, c'est grave. C'est grave, mais à la télé, pour la publicité, t'es allé aux toilettes. Enfin, je veux dire, il y aura toujours moins de personnes qui regarderont un contenu publicitaire qu'un contenu organique. Je crois qu'on peut pas avoir les mêmes standards et les mêmes expectations, enfin les mêmes attentes pour un contenu publicitaire. Fatalement, on sait qu'il y a cet effet publicité. Et d'un côté, c'est ok. Moi, je trouve que c'est plus ok de l'assumer et de se dire bah oui, c'est publicitaire, peut-être ça performera un peu moins mieux, et même c'est pas toujours le cas, que de le cacher. Enfin, moi, je trouve qu'il y a rien qui justifie de cacher. Moi non plus, je trouve qu'il y a rien qui justifie. Je trouve ça grave de le cacher. Je trouve que c'est un manque de respect par rapport à tes collègues déjà, un manque de respect par rapport à tes abonnés, un manque d'éthique, un manque de transparence, une preuve qu'en fait tu n'es peut-être pas
Enfin, aussi au niveau de la personne, vous voyez, au niveau du caractère, en fait. il y a des valeurs. Moi, parfois, je le dis à Amel, en tant qu'amie aussi, mais comment les gens peuvent se regarder dans les glaces après avoir fait ça, menti, limite, ils mentent ouvertement. Bref, là, ça rentre un peu dans le plus... On sort de l'objectif, là, c'est plus subjectif. Mais voilà, je trouve que, du coup, c'est aux gens de faire confiance, mais aussi à l'influenceur de construire la confiance. Mais je comprends vraiment les gens. Et toi, du coup ? Moi, j'avoue qu'au niveau de ma consommation, entre guillemets, des influenceurs sur les réseaux sociaux, je suis abonnée à beaucoup de comptes, mais je suis vraiment assidûment au quotidien moins de 10 comptes, je pense. Donc, en fait, comme tu dis, du coup, je fais confiance à ces comptes-là puisque je regarde vraiment leur contenu et leurs stories tous les jours. Après, c'est vrai que si un influenceur que je suis et en qui j'ai confiance parle d'un produit et je suis consciente que c'est une publicité puisque c'est mentionné, je pense que j'aurais toujours un peu plus de confiance si je vois qu'elle en reparle la semaine d'après ou 2 semaines après que si c'est one shot, j'avoue. Complètement, normal. Mais si la personne en reparle, je me dis, ok, elle a l'air vraiment, en tout cas, de tester ou de l'utiliser, donc j'aurais quand même tendance à faire confiance. Ouais, je suis pas d'accord. C'est pour ça que les relations long terme avec les marques sont beaucoup mieux et que les prises de parole pour une marque en plusieurs fois sont méga intéressantes. Ouais, clairement. Et c'est de le voir sur d'autres influenceurs. Alors, on parle pas de masse influenceurs, on voit de tous les influenceurs postent en même temps et tout, mais le fait de voir qu'une autre personne que tu aimes bien aussi travaille avec cette marque et qu'elle le mentionne et que c'est ok. Après, moi, je suis la première victime aussi. Je consomme aussi des réseaux. Quand je fais publicité, je vais avoir exactement le même comportement que toi. Je vais d'abord aller analyser, puis je vais faire mon avis, en fait. Je vais pas boire la parole de l'influenceur. C'est-à-dire que s'il me vend des mérites d'un produit, je vais aussi aller faire des recherches moi-même. C'est ça. Je vais pas juste acheter sans réfléchir, quoi. Clairement. Comme vous le savez très bien, le sujet de l'argent et des budgets dans le monde de l'influence est un sujet qui attise beaucoup de curiosité. Et je pense que cet épisode est l'occasion de démystifier un peu peut-être l'argent dans le monde de l'influence. Du coup, j'ai plusieurs petites questions. On va commencer avec une question très simple. C'est quoi aujourd'hui la fourchette de prix pour du contenu sur Instagram ? Donc un reel, une story, un post. C'est très très large. C'est hyper large. Ça dépend du nombre d'abonnés. Ça va dépendre du nombre d'abonnés. Ça va dépendre aussi de la production de l'influenceur. C'est-à-dire qu'un influenceur qui va tout faire en mode selfie, sans équipe de prod derrière, va coûter moins cher. Tu me corriges si je trompe, parce que je suis beaucoup moins dans le financier. Moi, j'ai délégué cette partie parce que justement, je préfère être détachée de ça par rapport à ma personne. Donc, c'est encore autre chose que l'agence, parce que je connais les tarifs de l'influence, mais par rapport à ma personne, je suis détachée de ça. Ça va dépendre de plein de facteurs. Donc, la fourchette, elle va aller... J'essaie de sortir un chiffre, mais je me rappelle plus. On prend des chiffres ronds, 100 000 abonnés, 10 000, 20 000 vues, ça va être 1 000 € la story. Ouais, un peu plus cher, je pense. Un peu plus cher. Je dirais que, comme dit Claire, ça varie plusieurs facteurs. Le plus important, le nombre de personnes que tu vas toucher, donc qui va voir ton contenu, et le taux d'engagement. C'est quoi le taux d'engagement ? C'est combien de personnes vont prendre une action face au contenu que tu as créé. Donc une action, ça peut être un like, un commentaire, un clic sur un lien, etc. Donc c'est toutes les actions. Ça, c'est les 2 plus importants. Plus ta communauté est engagée, plus c'est intéressant pour une marque. Et plus tu touches de personnes, plus c'est intéressant. Donc ça, c'est le premier facteur. Donc ça veut dire que ça dépend pas du tout du nombre d'abonnés, en fait. Vraiment pas. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir 1 million d'abonnés, ils auront 5000 vues story, parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, peut-être qu'ils n'ont pas fait les bonnes collaborations, etc. Les gens sont abonnés, mais ils sont plus du tout là, plus actifs. Et à l'inverse, tu peux avoir des petits créateurs qui font parfois même plus de vues que leur nombre d'abonnés. Donc, c'est vraiment pas lié à ça. L'équipe de production. Donc, ça veut dire que fatalement, si tu travailles avec... un vidéaste, un monteur, une assistante, un styliste, etc. T'as pas les mêmes coûts de production que quelqu'un qui se filme tout seul à l'iPhone. Les 2 sont ok, les 2 font du super contenu. C'est juste que la réalité financière, elle est totalement différente. Complètement. Et tu peux pas avoir les mêmes attentes d'un point de vue prix. Plus direction artistique, je rajouterais à la liste. J'allais dire, après, ce qui change aussi, ça va être la niche et l'originalité de l'influenceur. Ça veut dire que, par exemple... le domaine fashion, c'est ultra concurrentiel. Tu auras toujours des tarifs beaucoup plus bas pour le même nombre d'abonnés qu'un influenceur qui serait spécialisé dans la rénovation par exemple. Quoique maintenant, il y a beaucoup de gens qui font de la rénovation, mais je veux dire, c'était dans un secteur très, très
niche, par exemple, Grégoire Grexouet, il fait du voyage motorisé. Enfin, bon, bref, c'est très spécifique. Claire, par exemple, elle a une très grosse patte créative. Les gens, ils veulent travailler avec Claire ou Grégoire et pas quelqu'un d'autre. Donc là aussi, les tarifs, généralement, si tu as 50 choix ou un choix, tu as plus de marge dans ta négociation. Donc ça va dépendre. Et puis, ça va aussi dépendre de juste, en fait, les influenceurs, c'est plein de freelance. Donc j'ai déjà entendu des gens qui demandaient 10 € pour une story. Alors, 10 € pour une story... ça vaut même pas la peine, c'est même pas un frais de dossier, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Donc la fourchette, elle va être très très large. Je dirais, mais globalement, pour des plus petits influenceurs, des micros, ça peut aller de 500 €, je dirais, plus ou moins pour un post, un reel, à des centaines de milliers d'euros pour un post, pour des plus gros influenceurs. Donc c'est très très large. Mais c'est assez tarifé quand même. Okay. En Belgique ou c'est en Europe Déjà, les tarifs vont pas être la même pour le marché français que belge, par exemple. Clairement. Parce que les marques ont aussi pas les mêmes budgets en fonction des marchés. Donc ça veut dire que je sais pas, par exemple, la marque de micro, elle va peut-être... Aucun sponsor pour la marque de micro, si jamais. Elle va peut-être être... Elle veut vraiment rentrer sur le marché français, donc elle va peut-être allouer une plus grosse enveloppe budgétaire parce qu'elle estime qu'elle aura plus de clients en France qu'en Belgique et donc les enveloppes budgétaires sont simplement différentes, donc ça peut influencer sur les tarifs. Mais donc, pour le reste, je dirais que c'est quand même assez tarifé. Si vous tapez, il y a une grille qui est très bien faite d'ailleurs, je sais plus où elle est, mais si on cherche un peu, il y a moyen de savoir les tarifs. Non, mais je pense que c'est plus ou moins ça, 1 000 €, 100 000, 100 000... Enfin, entre 100 et 1000, et 20 mètres, entre 100 et 1000 € pour 100 000 abonnés, mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment ça ? Non, parce qu'après, il y a la marge de négociation, c'est-à-dire que tu vas aussi parfois accepter moins cher un projet juste parce que tu kiffes trop le projet. Tu vas aussi parfois avoir proposer un tarif préférentiel parce que tu vas travailler avec la marque sur l'année. C'est des clients long terme, tu travailles depuis longtemps avec, etc. Ils te laissent peut-être aussi une facilité dans ta production qui font qu'ils te prennent moins de temps, etc. Il y a tout ça qui rentre en compte, mais est-ce que c'est cher l'influence ? Non. Enfin, je serais plutôt... Ça peut être des gros budgets, mais c'est pas cher par rapport à un média traditionnel. Oui, ça reste vachement moins cher qu'un média traditionnel, exactement. Pourquoi ? Parce que déjà les coûts de production sont internalisés chez le créateur de contenu, et donc il y a quand même une économie d'échelle qui est faite là. Maintenant, clairement, un créateur de contenu gagne... qui est établi, qui gagne vraiment bien sa vie. On va pas se mentir non plus. Mais c'est pas si simple. Je veux dire, c'est un très chouette métier, comme tous les métiers passion. C'est pas un métier pénible. Une fois que ça marche bien pour toi, le retour revenu temps investi est franchement très sympa. On va pas se mentir. Mais pour en arriver là, c'est long quand même beaucoup. C'est long et ça compense aussi un peu toutes ces années où peut-être que pendant longtemps, il n'y avait pas trop de... Tu créais du contenu gratuitement, quoi. Pas trop de revenus générés, quoi. Moi, je me rappelle, au début, je travaillais la nuit, j'étudiais le jour, je travaillais la nuit sur mon blog, je rédigeais des articles et je kiffais trop. Sur base de produits que tu achetais. Sur base de produits que j'achetais. Et donc, du coup, dans tout ce process, l'agence d'influence, elle prend une commission sur... Ouais, tout à fait. Donc c'est ça que je voulais dire. Et il faut se dire aussi que le montant que la personne touche, c'est pas le montant qu'elle a dans sa poche. Donc disons... 10 000 €. Si on touche 10 000 € pour un poste... 50% globalement déjà enfin, en fonction de l'optimisation fiscale ça peut être un peu truc, mais il y a une grosse partie qui est déjà juste les impôts, les cotisations sociales, etc. et c'est normal. Nous, l'agence, les agences elles vont prendre 20-30%, je dirais, de manière générale, et on est après il y a différents types d'agences, mais la majorité des agences travaillent uniquement à la commission, donc ça veut dire qu'on facture, on gagne de l'argent uniquement si on signe des contrats, quoi. Et puis il y a les coûts de production, complètement. Et le temps investi, etc. Que ça a quand même un coût. Et surtout pour des profils plus créatifs, parfois il faut louer un lieu, acheter du matériel. Je pense beaucoup d'influenceurs dans la cuisine aussi, mais on se rend pas compte en fait. Aller faire les courses, créer une recette, la journée de préparation, aller jusqu'au magasin. Enfin, on est d'accord. Hein, il y a moins pénible, mais je veux dire. Tout ça, c'est quand même des coûts et pris en compte dans le tarif global d'un créateur de contenu. Je pense que les gens, ils ont un peu cette image de « Ah, l'influenceur a été payé 10 000 €, c'est 10 000 € dans sa poche, mais genre, on reçoit une liasse de billets comme ça, et on fait clac, 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 clac. » Or, comme l'a dit Amel, t'as les 20% de l'agence, tu les retires, hop.
Il reste déjà plus que 20-30, donc 7 000 euros. Là-dedans, tu vas peut-être avoir 2 000 euros de frais de production. Pour une belle production, 2-3 000 euros. Il te reste déjà plus que... j'étais à 7 000 moins 3 000... 4 000 euros. Tu renlèves 50% qui va à l'État, il te reste 2 000 euros. Alors certes, les gens vont être là, mais c'est mon salaire. Oui. Mais ça va dans une société, ça va pas dans ma poche. Oui, ça se fait pas en une minute. C'est-à-dire que je vais pas, et ça se fait pas, enfin c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que ça va dans une société qui va avoir aussi des frais, on a des locaux, il y a des employés, alors ça vient un peu dans les frais de production, tu vas me dire, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi je vais avoir un salaire normal et tout rentre dans une société et l'argent après il est utilisé pour d'autres choses, tu vois. C'est ça, et ce budget permet aussi de créer du contenu organique. Complètement. Clairement. Ça finance le reste du contenu. En fait, si on n'avait Ah pas, oui, besoin de c'est vrai, si on n'avait pas besoin de ce financement pour faire le contenu organique, il n'y aurait pas de publicité. En Oui, fait, simplement. à fond. Enfin, tout le monde, je crois que tous les créateurs de contenu, c'est très chouette de faire des collabs avec des marques, c'est pas la question, mais s'ils avaient ils pouvaient faire 100% du contenu organique sans publicité, Allez, go. bah, go, Ouais, direct. Enfin, Évidemment. tout le monde est content, Bien mais en fait, évidemment. la réalité, c'est Ouais, que oui. bon. On va terminer sur une dernière question avant les petits jeux. Est-ce qu'il y a un mythe sur le marketing d'influence que vous voulez casser officiellement dans cet épisode ? Les influenceurs ne travaillent pas. Ouais, j'avoue, les influenceurs ne travaillent pas, mais est-ce que c'est encore vraiment un mythe? Oui. Ok. Les gens pensent qu'on ne travaille pas, que c'est pas un métier. Ok. C'est un métier. Je trouve qu'à partir du moment où déjà il y a une agence, Il y a de l'argent, de il y l'intérêt. a des employés, il y a des équipes derrière, etc. C'est que on peut pas faire ce travail à une personne, donc il y a un peu de choses à faire. Mhm. Mais c'est vrai que je crois que les gens se rendent pas compte du temps que ça prend De la charge de et travail. de la charge de travail que c'est de produire un contenu. Mhm. Voilà. Moi, je pense que pour toutes les raisons qu'on a dit avant, pardon pour Ok. développer, mais influenceur, c'est un Moi, je métier. dirais aussi que l'influence, c'est que pour toucher les jeunes générations. Qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça et je trouve que c'est faux. Totalement. Je suis d'accord avec toi. Tellement. Encore, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a tellement de plateformes et il y a tellement d'audiences différentes que sur toutes les plateformes que je trouve que les marques ils disent non mais nous on fait pas de l'influence Mhm. parce qu'on veut pas toucher les jeunes. Mhm. Je comprends pas. Ah oui, Franchement. non, Il y a même des clairement. influenceurs aussi plus Oui, âgés. il y a des influenceurs Bah oui, plus oui, âgés. oui. Enfin, je trouve que le marché est quand même ultra mature. Enfin, Hyper. Complètement. Moi, je le vois, dans les gens qui me suivent, j'ai pas une communauté très jeune. J'ai des dames de Bah, typiquement, 55, 60. ma maman, elle Ouais. te suit assidûment, quoi. Mhm. Et à l'inverse, je trouve que parfois, les générations un peu plus âgées, elles sont encore plus... pas Enthousiastes. influençables, parce que j'aime pas ce mot, mais encore Enthousiastes. plus enthousiastes, encore Hyper. plus... Complètement. Je suis Parce qu'il y a de la d'accord. maturité derrière je aussi. sais pas, peut-être. animés par le contenu. Genre, les réseaux sociaux ont parfois même plus leur parler, je trouve, qu'à une audience vraiment très jeune, quoi. Ouais, Complètement. Comme vous le savez, Social Kids, c'est un peu la cour de récré de l'agence. Donc, on va finir avec 2 petits jeux. Le premier, c'est touche-touche. Donc, le principe est simple. Vous devez répondre du tac au tac. Influenceur ou créateur de contenu ? Ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Instagram ou TikTok ? Instagram. Instagram. Taux d'engagement ou nombre d'abonnés ? Taux d'engagement. oui. Collab ponctuel ou partenariat long terme ? Long terme. Partenariat à long terme. Viralité ou fidélité ? Fidélité quand même. Avec un peu de viralité. Ouais, j'allais dire la viralité. Ça Pas me la plaise. viralité en tant que telle, c'est pas important d'être viral, mais bon, faut Ça quand me même à un plaise. moment Grandir. informer, quoi. Stratégie ou spontanéité ? Spontanéité. Vous êtes raccord, hein ? Placement de produit ou storytelling ? Storytelling. Storytelling. Ok. Après, l'un n'est pas exclusif de l'autre. On va terminer l'épisode sur le deuxième petit jeu qui est le jeu du petit poisson rouge. Dans la cour de récré, vous pouvez traverser la mer Rouge à certaines conditions. Je vais commencer une phrase et je vous laisse chacune la terminer. Réussir dans le marketing d'influence à condition de... Cibler les bonnes personnes. D'être passionné. Merci les filles pour cet échange, c'était Merci à super toi. intéressant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Social Kids. Ciao! Ciao. Salut!